Je vous propose de repartir sur cette deuxième partie de notre rencontre qui est constituée par l'Assemblée générale. Alors, je vous propose peut-être dans un premier temps donc déjà le programme avec l'introduction par les copilotes pour cette assemblée. On reviendra peut-être très rapidement, puisque j'ai l'impression que c'est le même public que tout à l'heure. On va venir très rapidement sur un an d'activité du réseau, mais on va s'attarder sur les réactions des réseaux ruraux régionaux, revenir sur les actions clés, les questions de financement, et puis attaquer après avec le réseau PAC. Si vous le voulez bien, donc je cède la parole donc à nos copilotes du réseau rural. Donc je ne sais pas, Yves, si Oui. tu peux intervenir. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Très bien, très bien. À défaut de me voir, je pense, parce que là, ça ne fonctionne pas, je pense. Ah si, on voit le pied d'une tasse. Ah, alors, c'est peut-être parce que tout simplement, hop, Voilà, nous te voyons. voilà, bien. Eh bien, d'abord, bonjour, bonjour à toutes et à tous, et d'abord, toutes mes excuses pour mon absence tout à l'heure, qui était due à des problèmes techniques. Et là, je sors d'une autre réunion interministérielle pour vous rejoindre, et j'espère pouvoir rester jusqu'à la fin, jusqu'à 13 heures, pour discuter avec vous, mais c'est ce que j'ai prévu de faire si on ne me rappelle pas ailleurs. Donc, je suis très heureux moi aussi de vous retrouver. On s'était vu l'année dernière dans un lieu plus agréable et plus propice à la discussion, je dirais, rapprochée. Maintenant, c'est un peu compliqué avec les circonstances que nous connaissons. Et notre Assemblée générale aujourd'hui, c'est l'occasion, je crois, d'abord de tirer un bilan. Vous avez commencé à le faire avec le comité réseau rural qui a précédé cette Assemblée générale, mais je pense qu'on peut quand même aussi aller bien dans le détail du fonctionnement du réseau rural national pendant cette année. À la fois les points positifs, qu'évidemment on ne manquera pas de valoriser les uns ou les autres, mais aussi les questionnements qui peuvent se poser et les défauts qu'on peut trouver à notre fonctionnement. Donc là, c'est important de pouvoir en parler de façon assez libre et on répondra bien sûr à toutes les questions. Mais c'est aussi l'occasion, bien sûr, cette Assemblée générale, de discuter de perspectives, alors que les négociations sur la future PAC 2023-2027 sont entrées maintenant dans leur phase finale. Il y a eu un compromis entre le Conseil et la Commission européenne, il y a eu un avis, enfin en tout cas un vote pardon, du Parlement européen sur la future PAC, et maintenant ces trois institutions, comme vous le savez, travaillent ensemble dans le cadre du trilogue qui les réunit pour qu'un texte définitif soit adopté. Et nous travaillons aujourd'hui en France avec la présidence allemande, puis ensuite la présidence portugaise, pour réussir ce trilogue et disposer d'un texte définitif aussitôt que possible. Nous travaillons également à l'élaboration du futur plan stratégique national de la future PAC, tout ceci en parallèle des travaux de négociation qui sont en cours. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir pendant la période de discussion qui est prévue. Je vous en dirai quelques mots, puisque cela a un impact évidemment sur la suite de nos travaux réseau rural, avec la mise en place du réseau PAC. Donc, l'année 2019 a été très riche en activités, mais l'année 2020, elle, je pense qu'elle a révélé des capacités d'adaptation importantes de tous les acteurs de réseau rural. Et c'est tant mieux parce que de l'adaptation et de la réactivité, on en a eu vraiment besoin dans la période difficile et tendue que nous avons connue dans une première période là, de crise sanitaire et que nous connaissons à nouveau depuis quelques semaines. Donc, je dois remercier, moi, vraiment les porteurs de projets en introduisant cette Assemblée générale. Toutes et tous, merci de votre réactivité pendant cette période difficile. Et je veux remercier aussi tous les personnes qui assurent l'instruction de tous les dossiers ainsi que leur gestion. Les services administratifs de l'État, bien sûr, mais aussi au sein de l'État de l'opérateur ASP, qui, en dépit des circonstances, ont travaillé de façon tout à fait remarquable, il faut quand même le signaler,
en cette fin d'année et s'il souhaite établir un bilan positif. Puis le comité exécutif de votre réseau rural national s'est réuni tous les mois pour assurer la continuité de l'action dans le cadre de notre gouvernance un peu particulière et qui fonctionne bien. Voilà, donc je vais laisser la parole à mes collègues de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et de Région de France. Et puis ensuite, on va dérouler cette Assemblée générale et puis ouvrir un temps de débat qu'on a voulu assez long quand même pour discuter de l'avenir. Bon, merci. Patricia? Oui. Pascal, j'y vais si tu veux. Donc, Patricia Andriot, qui représente la NCT, et donc Simone Saillant, la directrice du programme Ruralité Montagne, qui est excusée ce jour, pour remercier les collègues du ministère de l'Agriculture de la tenue de ces instances et redire que l'agence est à la fois contente d'être copilote de ce réseau rural et que pour nous, c'est un enjeu. Alors, ça a toujours été un enjeu et je pense que l'agence, elle a suivi assidûment le CGET auparavant, tout l'ensemble de la programmation, parce que derrière la mobilisation des fonds du FEADER, il y a des questions autour de la cohésion des territoires et que organiser le lien entre le développement rural, le développement agricole, mais le développement des territoires ruraux et urbains, le FEADER y contribue, donc c'est un enjeu. C'est quelque chose sur lequel donc, nous, on porte une vraie attention au réseau rural. Sur la programmation qui vient de s'écouler, nous, on veut se féliciter de comment le partenariat s'est déroulé sur l'ensemble de cette programmation et on trouve qu'il s'est bien déroulé pour maintenir un équilibre entre les questions de développement agricole et de développement rural au sein du réseau, la prise en compte des préoccupations. On est convaincu au sein de l'agence que le réseau a été, dans la programmation qui s'achève, un outil important de dialogue. On l'évoquait juste à l'instant en comité de réseau rural, un outil de dialogue entre les acteurs du développement agricole, du développement rural, de l'urbain, du rural, des territoires, entre les pouvoirs publics et les acteurs associatifs, institutionnels qui représentent différents champs de préoccupation. Et donc, ça nous semble un outil finalement original et intéressant dans le paysage. En tout cas, c'est ce qu'on retire de cette programmation et c'est ce qu'on a encore entendu avec les témoignages et les débats de l'instance qui a précédé. Et c'est ça, nous, notre regard. Juste un mot aussi pour dire que ce qui a été vrai tout au long de la programmation, ça s'est amplifié encore et notre attention s'est amplifiée depuis 2 ans et la mise en place en musique de l'agenda rural, sur lequel je pourrais redire un mot peut-être tout à l'heure, mais qui porte aussi une attention sur les fonds européens et la capacité des territoires ruraux à mobiliser des fonds européens et du FEADER. Donc Yves évoquait que on acte la programmation et les acquis de cette programmation, on commence à se tourner vers l'avenir et que c'est un enjeu pour nous important de faire en sorte que les territoires ruraux soient plus que jamais en capacité de mobiliser des fonds européens et entre autres du FEADER, pas que, mais du FEADER, parce qu'on sait que c'est un enjeu de développement de ces territoires et d'accompagnement pour eux dans les transitions qui sont en cours, qu'elles soient alimentaires, digitales, enfin voilà. Donc une grande attention de notre part sur le sujet réseau rural. Voilà ce que je voulais dire pour l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et évidemment, je n'ai pas évoqué, mais un élément clé qui n'aura échappé à personne, c'est quand même la nomination d'un secrétaire d'État à la ruralité qui envoie un signe aussi de l'attention de la France à ces territoires ruraux. Merci, Patricia. Je vous remercie. Pascal? Oui, rebonjour à tous. Moi, je voulais dire un peu dans la continuité des propos des collègues du ministère et de la NCT. Donc, d'abord, évidemment, tout l'intérêt des régions pour les activités du réseau rural et la poursuite des activités du réseau rural. On verra sous quelle forme pour l'après 2020. Voilà. Donc, vous dire que côté région, nous sommes mobilisés
ça se voit pas forcément toujours, mais nous sommes mobilisés sur ce sujet. D'abord pour s'assurer que on va bien continuer les activités de ce réseau dans les 2 ans qui viennent, dans le cadre de cette période de transition, et bien entendu au-delà, je dirais sur la période 23 à 27. Donc, on est mobilisé, on réfléchit. Hein, voilà, nous, on avait déjà mis côté région quelques grandes orientations sur la table. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, un peu plus tard lors de l'échange. Voilà. Donc, sachez qu'on est mobilisé, bien sûr, donc, sur le réseau rural, comme on est mobilisé aussi sur la dimension territoriale de la future politique de cohésion, hein, fédérale, notamment au titre des activités de ce futur objectif 5, dit objectif de cohésion territoriale. Hein. Donc, comme vous le savez, les régions resteront pleinement autorités de gestion, hein, pleinement fédères pour la période 21. Et à ce titre-là, elles auront évidemment, je dirais, à cœur de faire vivre ce nouvel objectif, hein, de la politique de cohésion. Donc, je me répète, hein, cet objectif dit de cohésion territoriale. Et que je rappelle simplement que cet objectif de cohésion territoriale OS5, donc la future politique de cohésion, n'a pas vocation à s'adresser uniquement aux zones urbaines, aux territoires urbains, mais qu'il a vocation aussi à s'adresser aux territoires ruraux dans le cadre d'une approche territoriale globale. Voilà. Aussi évidemment des activités sur le développement des territoires ruraux seront menées dans le cadre de cet objectif 5 et qu'il conviendra bien évidemment d'articuler intelligemment avec les activités qui pourront être menées dans le cadre de la programmation du FEADER, notamment au titre d'égal leader et plus généralement de l'articulation avec les activités du réseau rural spécifiquement. Voilà. Donc nous, on est côté région très attentif évidemment à toute cette articulation. On est très attentif à ne pas créer des doublons, des recoupements ou quoi que ce soit, mais bien à favoriser au maximum l'articulation. On a bien en tête un certain nombre de difficultés au titre de la période actuelle de programmation, donc 14-20, notamment hein, en ce qui concerne, je dirais, la programmation du FEADER dans le cadre d'Égal Leader. On est bien conscient de tout ça. Hein, on va essayer aussi d'améliorer le plus possible, je dirais, la mise en œuvre de ces futurs programmes. À ce titre-là, on a commencé un certain nombre d'échanges, notamment avec Leader France, qu'on poursuivra tout au long de ce premier semestre 2021, de façon à essayer vraiment de mettre en place les mécanismes de mise en œuvre les plus fluides possibles et de progresser dans la simplification. Voilà. Sachez enfin que côté région, donc, on est aussi mobilisé actuellement sur la négociation des contrats de plan État-région hein, pour l'après 2020, donc pour la période 21-27, y compris des accords de relance sur la période 21-22. Et comme vous le savez, donc, dans le cadre des contrats de plan État-région, nous sommes aussi mobilisés sur une négociation de ce qu'on appelle les volets territoriaux, les volets de cohésion territoriale, hein, qui ont aussi vocation à s'adresser aussi bien aux territoires urbains qu'aux territoires ruraux. Et donc, tout ça va nous amener, au moins au premier semestre 21, à multiplier un certain nombre d'échanges, hein, de concertation avec différents types d'acteurs pour essayer voilà, de mettre en place aussi des volets territoriaux les plus simples possibles, les plus lisibles possibles, et qu'on puisse articuler au mieux toutes ces interventions publiques. Voilà. Donc, je dis ça parce que, bien évidemment, que ce soit la politique de cohésion, que ce soit les CPER, tout ça, ça a vocation, bien évidemment, à un moment donné, en termes d'activité, notamment de réseautage, à s'articuler, bien évidemment, avec les activités et les travaux de notre réseau rural, je dirais, actuel et qui a vocation donc à perdurer. Voilà ce que je voulais dire donc vraiment en introduction. On est mobilisé, nous sommes mobilisés côté région
Après, on n'oublie pas que, bien évidemment, il y aura des élections régionales normalement en juin 2021, que tout ça, ça va perturber, bien évidemment, la poursuite d'un certain nombre de travaux, que peut-être que tout ne sera pas terminé, bien évidemment, à échéance du mois de juin 2021, hein, aussi bien au titre du FEADER, de la future programmation FEADER, que de la programmation politique de cohésion, que des volets territoriaux des CPER. Mais en tout cas, voilà, nous, on considère qu'on est en mesure d'avancer le plus possible. On va essayer d'avancer le plus possible d'ici le mois de juin, voilà, de façon, encore une fois, je me répète, mais à proposer des dispositifs et des schémas de mise en œuvre, des mécanismes de mise en œuvre les plus fluides et les plus simples possibles. Voilà. Donc, nous sommes mobilisés. J'en dis pas plus, hein, et nous sommes particulièrement attentifs dans nos discussions avec le ministère et avec l'ANCT, hein, sur la poursuite des activités et des travaux du réseau rural pour la période 21-27, hein, que nous aborderons tout à l'heure plus en détail en termes de première grande réflexion, orientation. Voilà, Marc, à ce stade, Yves, Patricia, ce que je souhaitais dire à l'ensemble des collègues aujourd'hui présents à cette Assemblée générale. Merci beaucoup, Pascal. Je vous propose de poursuivre l'ordre du jour autour du bilan d'année. Alors, je suis désolé, on reviendra de toute façon sur tous les éléments qui ont été abordés dans cette introduction dans la partie débat. Le retour sur un an d'activité du réseau rural, ça va vous paraître un peu une redite par rapport à ce qu'on s'est dit en comité réseau rural, hein, puisque nous sommes quasiment avec le même public. Mais en tout cas, c'est une autre façon que nous présentons, c'est sous une autre façon que nous voulons présenter ces activités du réseau rural, en rappelant d'abord à partir des objectifs, hein, du réseau rural. Vous vous en souvenez, le réseau rural a 5 objectifs, et ça aussi, finalement, ça pourra nourrir la réflexion sur l'avenir, hein. Ces 5 objectifs, vous les avez là, hein, amélioration de la qualité de mise en œuvre des programmes, accroître la participation et la mise en œuvre de la politique de développement rural, informer le grand public et les bénéficiaires, favoriser l'innovation, renforcer toute forme de coopération. Eh bien, on a essayé de faire en sorte de faire ce bilan du réseau rural au travers de ces 5 objectifs. Voilà, ça va, je pense, nourrir un peu notre réflexion aussi. D'abord, l'amélioration de la qualité de mise en œuvre des PDR. À l'origine, hein, quand même, le réseau rural avait ce lien avec les programmes de développement rural, hein, et il y a toujours ce lien avec les programmes de développement rural, puisqu'il s'agit véritablement donc de maintenir en fait un lien, et surtout aussi peut-être de servir d'outil expérimental un peu pour les programmes de développement rural. On a aussi tout ce qui est fait au travers des MCDR, hein, des projets de mobilisation collective pour le développement rural. Et puis enfin, on a toute l'activité d'animation et de communication, de diffusion que l'on mène au travers du réseau, via une agence de com, mais aussi via le site sur lequel d'ailleurs je reviendrai. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était accroître la participation des parties prenantes. Alors, on l'a vu, l'année 2019 est particulièrement riche, hein, pour le réseau rural, puisqu'on a nombreuses actions de communication avec notre participation au Salon de l'agriculture en 2019 et en 2020, mais évidemment pas en 2021, hein, puisque vous le savez, le salon ne se tiendra pas. Mais en tout cas, nous étions présents. Ça nous a permis quand même de nombreux échanges avec tout le monde, hein, je crois qu'on peut le dire. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui connaissaient le réseau rural. C'était peut-être ça justement qui était vraiment intéressant dans ces rencontres, où finalement les gens, hein, monsieur tout le monde, un peu découvraient ce qu'était le réseau rural. Je pense que c'était une expérience enrichissante pour tout le monde, hein, pour nous comme pour ces personnes qui sont passées sur notre stand. Et puis on en a parlé un peu, le programme de webinaire, qui finalement est un peu l'enfant caché du confinement, hein, puisque on a, grâce à permis le développement de cette nouvelle technique qui, je crois, contribue largement
à l'échange et à la participation des parties prenantes. Enfin, on a aussi beaucoup, dans le cadre de cet objectif, développé des partenariats, de nouveaux partenariats pour la mise en œuvre du plan d'action. Alors là, on a, je vous en ai cité quelques-uns, le Carrefour des innovations sociales, la FONDA, la Fondation des associations, le PUCA, alors c'est peut-être un peu inattendu, mais c'est le plan urbanisme, construction, architecture. Peut-être que David pourra nous faire juste un petit point là-dessus. On a aussi voulu développer des liens avec le ministère chargé de l'économie, de la culture, sur le tourisme rural, par exemple. Le collectif La Fabrique des Transitions aussi, sur l'avenir des territoires. Donc là, on a peut-être, je pense, de nouveaux partenaires. Alors c'est vrai, ça arrive un peu en fin de programmation, mais finalement, bon, c'est peut-être aussi des graines à faire développer pour l'avenir du futur réseau. En tout cas, je sais pas, David, tu peux nous présenter très rapidement ce qu'est le PUCA. C'est vrai que ça tranche un peu sur l'ensemble de cette… Oui, oui, tout à fait. Alors, donc, le PUCA, donc, c'est un établissement qui est rattaché à différents ministères pour leurs actions, mais essentiellement au MTES, et qui est connecté en fait à tous les laboratoires universitaires qui travaillent sur les thématiques de l'aménagement, de l'urbanisme. Et en fait, il s'avère qu'on a quand même pas mal de champs en commun. Ils travaillent de plus en plus sur le lien urbain-rural, sur les questions en fait de sécurité alimentaire, de transition en fait sur les territoires, et toutes ces questions-là en fait que l'on a en commun a fait que bon, stratégiquement en fait on s'est rencontrés, on a beaucoup échangé. Ils ont adhéré au réseau rural et on a fait aussi un webinaire il y a quelques mois sur justement le lien urbain-rural avec des présentations de projets qui peuvent avoir lieu dans les différentes régions et tout l'intérêt en fait à connecter avec les réseaux ruraux régionaux. Et d'ailleurs ça continue puisque nous avons été sollicités pour participer avec Patricia Andriot de la NCT au jury technique de sélection de l'appel à projet POPSU Territoire qui justement abordera ces thématiques entre autres. Et là donc on est dans la période de sélection des dossiers et une fois qu'ils seront retenus et officialisés, on y maillera en fait, on y connectera les réseaux ruraux régionaux et aussi on facilitera un peu ce côté recherche-action qui cherche en fait à travailler avec des élus et des techniciens sur une communauté ou sur une échelle territoriale sur une question, de participer à cet essaimage un peu à l'exemple un peu des MCDR. Voilà pour un point rapide. Merci David. Je vous propose de passer à l'autre objectif qui est l'information du grand public et des bénéficiaires. J'en ai un peu parlé, c'était la participation bien sûr au salon d'agriculture, mais aussi à ne pas rater, c'est quand même le site du réseau rural qui a pris quand même beaucoup d'ampleur, à l'heure actuelle, avec de nombreuses visites. Et aussi un point qui est important et qui est peut-être peu connu, c'est qu'on édite une revue avec 2 fois par an. Et là, pour le coup, des dossiers qui sont, je pense, de bonne tenue et très intéressants. Alors, juin 2020, c'était Dialogue sur les territoires, enjeux et pratiques. Et puis, le numéro qui va sortir en décembre 2020, puisque nous avons essayé de coller aux circonstances, c'est un dossier crise sanitaire avec un édito du secrétaire d'État à la ruralité et une interview aussi de M. Giraud, donc secrétaire d'État à la ruralité. Ensuite, le 4e point, je vais laisser peut-être Pascal Riccoboni développer, c'est favoriser l'innovation, et on a choisi de se focaliser sur l'animation PUI. Pascal? Oui, bon, je vais essayer quand même, je ne vais pas parler de tout parce que ça fait des redites. Bon, animation PUI, 3 des activités du réseau rural, c'est évidemment absolument pas la seule activité qui contribue à développer l'innovation sous toutes ses formes comme l'objectif 4 du réseau rural. À ce titre, je voudrais mentionner par exemple tous les travaux qui ont été faits en lien avec le NDRD sur les smart villages, par exemple, qui sont vraiment d'intérêt pour vous. Mais si, pour revenir à l'animation PUI, donc une année 2020
qui a permis de développer des activités quand bien même voilà, on n'a pas pu organiser des activités en présentiel comme on le souhaitait. Une année qui est marquée d'une part par les premiers travaux sur la préparation du futur, la compréhension de la logique d'intervention européenne au profit de l'innovation, que ce soit dans la PAC et que ce soit dans la politique européenne de la recherche, ces fameuses acquises dont on parlait tout à l'heure et pour lesquelles on organisera un webinaire pour vraiment partager ces notions. Donc une recrudescence de la tenue des groupes de travail PUI Région de France autour de, comme je le disais tout à l'heure, de la valorisation des travaux des groupes opérationnels, mais aussi autour d'une feuille de route pour bien préparer le futur du déploiement du PUI en connexion avec les autres interventions possibles au profit de l'innovation dans la prochaine PAC. Un effort poursuivi sur les partenariats. On parlait tout à l'heure du décloisonnement. On n'a pas pu faire de séminaire PUI. On en avait fait un très important en 2019 à Lisieux autour des projets partenariaux et de la transition agroécologique. Donc cette année, on s'est concentré sur des partenariats, enfin du coup des interventions PUI un peu plus modestes, mais dans des partenariats robustes. Par exemple, la valorisation d'un séminaire qui s'était tenu autour de l'eau et de l'irrigation en lien avec l'IRSIA, qui a donné lieu à une revue et un certain nombre de publications scientifiques et un article aussi sur le PUI et l'eau en Europe et en France. Un atelier avec l'enseignement agricole sur les problématiques d'innovation et d'eau en Bourgogne-Franche-Comté, qui n'a pas pu se tenir en présentiel, mais qui s'est bien tenu. Le symposium sur 3 jours de valorisation des projets pour et sur le développement rural, qui sont des projets partenariaux un peu plus orientés production de connaissances scientifiques, mais dont l'intérêt est très important pour les collectivités sur des thématiques qu'il s'agisse d'agroécologie, de foncier, justement de liens alimentaires territoriaux, bien d'autres choses avec des méthodologies et des outils un peu éprouvés qui vont donner l'occasion à une publication prochainement que nous partagerons largement, puisque cette publication, ça sera la présentation d'outils à mobiliser à l'échelle territoriale, outils produits par ces PSDR, mais aussi par des groupes opérationnels du PUI, puisqu'il y a une valorisation croisée de projets PSDR et de projets PUI. Des travaux sur l'innovation et le foncier agricole. On y reviendra en 2021 puisqu'on aura un webinaire sur ces questions-là, puisque plusieurs projets européens travaillent sur la question de l'installation, des méthodes innovantes d'installation. Des ateliers se sont tenus sur un élément tout à fait important, c'est l'importance du facteur humain dans les projets partenariaux, depuis la conception du projet jusqu'à sa valorisation. Et comment, à la fois les compétences du facteur humain, les méthodes d'animation, etc., pour que ce facteur humain révèle tout son potentiel. Donc, on a eu un projet dans ce sens-là, un atelier dans ce sens-là, il sera renouvelé l'an prochain, en lien avec le même type de travail sur des projets européens partenariaux, donc des ateliers piloter cela avec l'ACTA. Donc, des ateliers qui vont permettre vraiment de travailler sur la valorisation et sur la préparation du futur de la programmation. Et puis, bien entendu, l'accent fort que nous mettons sur la valorisation, comme je le disais tout à l'heure, bien entendu des projets des géos, la formation à réaliser avec des vidéos avec leur smartphone, la cible de 300 géos, on va mixer parfois avec quelques acteurs type GI2E, quand voilà, on va mixer nos formations quand on aura quelques places disponibles pour décloisonner. Et bien entendu, ce lourd travail avec les partenaires là, pour préparer les animations thématiques PUI, comme je l'évoquais tout à l'heure. Tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais les animations thématiques, on en aura une sur l'élevage herbivore durable, une sur la forêt durable, une autre sur la santé des végétaux, qui permettra de nourrir aussi des travaux type groupe défi, les plans éco-phyto, et puis enfin une autre sur l'innovation sociale et territoriale, pour porter à la connaissance des acteurs en général et de vous tous ce qui sort de ces projets européens sur ces questions. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner au bref mensuel du PUI, les flashs thématiques. Merci Pascal. Je vous propose de passer à l'autre objectif qui est de favoriser la coopération. Et là, je cède la parole à Hanan.
qui peut nous rappeler l'activité du côté de leader. Anan. Anan. Alors, le temps de retrouver Anan. Juste, je ne reviens pas sur les webinaires et sur les projets MCDR hein, qui ont été développés précédemment, mais ce sont des éléments évidemment indispensables à la mise en coopération entre les acteurs. Et Anan. Oui, je ne sais pas, ça a coupé, c'est ça? Oui, donc je disais des actions donc, dans le bilan du réseau par rapport au volet leader. Tu m'entends pas? Oui, si, c'est bon. Donc, deux moments. Le premier, c'est les journées nationales de la coopération leader qui se sont tenues donc, à Tours et qui ont regroupé l'ensemble des parties prenantes dans la mise en œuvre de leader, donc avec une participation de presque 200 personnes. Et donc, il y a des moments d'échange d'ateliers techniques thématiques et surtout des visites de projets, donc de réalisation de projets dans le cadre de leader. Et tout ça avec le soutien de GAL qui ont vraiment énormément aidé à ce qu'on fasse ce séminaire. Donc, je cite le GAL Loire Nature et le GAL Loire Touraine. Voilà, donc c'était un moment de partage et de rencontre de l'ensemble des GAL. C'est rare qu'au niveau national, on puisse avoir ce type de moment. Et le deuxième élément, c'est l'étude leader, donc qui nous a occupé pratiquement toute l'année 2019, puisque c'est une étude très exhaustive, donc qui a été menée par le réseau rural sur la mise en œuvre de leader et surtout la mise en place de leader sur les territoires ruraux français. Et dans ce cadre-là, donc on a un travail très fouillis sur les GAL, donc en termes d'identification des GAL, leur périmètre, leur choix stratégique en termes de stratégie locale de développement. C'est vraiment une vision globale de l'ensemble du dispositif sur le territoire, donc avec les 339 GAL, et avec quelques conclusions et puis quelques éléments donc peut-être de capitalisation pour la prochaine programmation. Et dans ce cadre-là, donc j'informe qu'on aura une restitution la semaine prochaine de cette étude en webinaire avec les autorités de gestion régionales et les réseaux ruraux régionaux, donc afin d'en tirer profit, hein, de manière à ce que dans l'écriture de leader dans le prochain plan national stratégique national, qu'on ait quelques éléments de recul par rapport à cette programmation. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci, Anan. Donc, avec ce 5e objectif, on clôt cette première partie, en quelque sorte, de présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les transmettre via le chat. On essaiera d'y répondre à la fin de cette petite séquence. Une assemblée générale sans éléments financiers n'est pas une assemblée générale, hein, donc on revient un peu sur quelques éléments financiers concernant le réseau rural. Vous vous en souvenez peut-être ou pas du tout. En tout cas, l'enveloppe FEADER du réseau rural se montait à quelques 17 millions d'euros. Au 31 octobre, alors désolé, c'est pas complètement à jour, mais au 31 octobre, on avait pratiquement 200 dossiers engagés, en tout cas on doit les avoir à l'heure actuelle, et on avait de l'ordre de 120 dossiers payés dans le cadre de cette programmation, avec près de 13 millions de projets engagés sur le FEADER. On a, en termes de paiement cette fois-ci, vous le voyez, à la fois
ce qui a été payé et ce qui relève de la contrepartie, hein, puisqu'on est dans des fonds européens, que ces fonds européens fonctionnent en cofinancement et que donc face à ce fonds européen FEADER, vous avez l'équivalent en contrepartie dite nationale, contrepartie de l'État, hein, puisque nous avons un programme, enfin 2 programmes, hein, puisqu'il y a des éléments financiers qui relèvent du ministère de l'Agriculture et de l'ANCT pour financer cette contrepartie nationale. Et puis après, vous avez les participations des porteurs de projets à la réalisation de ces projets, du financement de ces projets. Je voudrais, au-delà de ça, revenir sur les opérations planifiées. Ça, je l'ai développé tout à l'heure, mais pour ceux qui n'y étaient pas, bon, vous le retrouverez dans la présentation. Un point que je n'ai pas développé tout à l'heure, c'est les évaluations et études que nous envisageons de mener au cours de l'année à venir. Je crois que c'est important de signaler, Régis Piéchoviac l'a expliqué, l'évaluation des projets de mobilisation collective. Hein, je l'ai un peu développé tout à l'heure. C'est un point qui nous tient à cœur. Je pense que c'est intéressant d'avoir une approche des réalisations là-dessus. L'évaluation du PUI aussi, mais ça peut-être sous le contrôle du Conseil général de l'agriculture et de l'alimentation. Une étude, et là c'est vraiment plus original encore, une étude sur les conséquences de la pandémie sur les territoires ruraux. Je pense que c'est un point intéressant. Éventuellement, peut-être Pascal pourra nous faire un petit point là-dessus, sur ce qu'on peut attendre de cette étude, ce qu'on voudrait voir sur cette étude. Sachant que on vous a présenté tout à l'heure le PUCA, hein, plan urbanisme, structure architecture. Bien, c'est ce laboratoire qui va un peu nous guider dans l'approche de ces éléments d'évaluation. On a ensuite 3 autres études qui sont lancées. Une étude culture et ruralité, dont l'objectif c'est en fait d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres alternatives sur les territoires que finalement les territoires hyper attractifs au détriment de tous les autres, et savoir comment on peut améliorer cette situation. Une étude sur les smart villages. Là aussi, je laisserai peut-être David nous expliquer un peu comment on compte s'y prendre là-dessus. Et une étude sur les coûts raisonnés qui vous avait déjà été présentée à l'Assemblée générale de 2019, qui est en fait une mise à jour un peu de ce qui s'est fait en début de programmation sur un certain nombre d'investissements. Là, je ne sais pas, Pascal, ça te dit de nous briefer sur l'étude sur les conséquences de la pandémie? Oui, merci Marc. Alors effectivement, c'est vrai que cette étude, c'est peut-être un peu moins qu'il est ici au départ, au sens où dans l'échange avec les collègues du ministère et de l'ANCT, je leur ai fait la proposition que le réseau rural mène effectivement une étude, notamment au premier semestre 2021, pour tenter de mieux appréhender et peut-être de mieux quantifier quelle est la réalité de ce mouvement d'exil urbain vers les territoires ruraux que les médias, la presse télévision, radio, presse écrite, multiplie donc depuis, je dirais, plusieurs mois, tout un tas de reportages, tout un tas d'articles. Il y a quasiment pas une journée actuellement où on ne voit pas, je dirais, des informations sur ce sujet. Voilà. Donc l'idée autour de cette étude, c'est de voir, en tout cas dans un premier temps, quelle est la réalité de ce phénomène soi-disant d'exil urbain vers les territoires ruraux? C'est-à-dire, l'idée, c'est d'appréhender le phénomène, de voir un peu qui sont
les personnes concernées, qui sont les territoires concernés, qui sont les activités éventuellement économiques concernées, et puis de quantifier un petit peu tout ça dans la mesure du possible. Essayer de voir si c'est un mouvement assez substantiel ou si c'est un mouvement relativement marginal, parce que bien évidemment, les impacts pour les territoires ruraux et en termes de politique publique à destination des territoires ruraux, il pourrait y avoir évidemment des impacts en conséquence pour les années qui viennent si effectivement le mouvement est massif et je dirais durable. Hein, voilà. Donc l'idée c'est vraiment dans un premier temps d'apprécier, je dirais d'appréhender ce phénomène, hein, essayer de le quantifier et puis en fonction des résultats de cette étude qui seront bien évidemment discuter dans le cadre du réseau rural, on appréciera un petit peu quelle suite à donner, notamment dans ce cas-là, peut-être en termes, je dirais, d'analyse des impacts sur certaines politiques publiques. Hein, voilà. Donc vraiment, on va essayer de faire simple par rapport à cette étude. On va essayer de la faire conduire au cours du premier semestre 2021, à échéance de l'été 2021, hein, de façon ensuite, à partir de la rentrée 2021, de pouvoir, je dirais, l'analyser collectivement et puis voir un peu quelle suite pourra être donnée ou pas hein, en fonction de ce qui sera mis en exergue sur la première partie. Voilà, donc nous, on est en tout cas, voilà, côté région, très intéressés par cet enjeu, hein, bien évidemment, donc par cette étude. Hein, voilà, et donc on s'y impliquera, je dirais, dans le cadre de Région de France et d'un certain nombre de collègues. Voilà, Marc, à ce stade de ce qu'on peut dire simplement sur ce projet d'étude pour 2021. Merci beaucoup, Pascal. David, très rapidement, sur les Smart Villages. Oui, très rapidement. Alors pour les deux études, hein, culture et ruralité et Smart Village, parce que ça fait partie de l'animation un peu des collèges. Culture et ruralité, on a beaucoup travaillé avec Laurence Martin qui est présente et qui représente le ministère de la Culture sur justement une étude qui permet de mettre en place en fait un outil, un guide à destination des techniciens du monde culturel et du monde du développement rural et d'avoir des exemples en fait de projets, l'identification de tous les acteurs en fait sur le terrain et comment accéder en fait aux différents types de financement. Et pour Smart Villages, on est aussi dans les actions en fait, qui naissent suite au webinaire, parce qu'il y a une grande partie du webinaire qui est consacrée aux échanges entre les acteurs et à l'identification de ce qui pourrait manquer, des trous dans la raquette par rapport à l'outillage qui existe déjà. Et donc, Smart Villages, c'est en cours. Et pareil, l'année prochaine, on associera en fait les différentes personnes qui ont participé au webinaire, des élus de la MRF aussi, pour produire un guide qui permette de comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de Smart Villages, où souvent on l'associe en fait qu'à du numérique. Alors, c'est pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses liées à l'économie sociale et solidaire, et aussi avoir en fait un peu un lien entre l'ingénierie qui est proposée, qui sera de plus en plus présente dans la prochaine programmation, et les aspects territoriaux français pour monter justement des démarches Smart Villages. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, David. Je crois que Patricia aussi voulait faire part d'une initiative que l'on a avec l'ANCT. Oui, juste qui n'est pas encore validé par le COMEX, mais qu'on va présenter. Juste pour dire qu'en 2021, côté ANCT, on souhaite faire un petit travail de bilan et investigation sur les connexions entre la mobilisation du FEADER, donc principalement dans les régions à travers Leader et la mesure 7, et l'agenda rural, montrer comment le FEADER finalement contribue aux enjeux de l'agenda rural, à quelle hauteur et concrètement par quelle mesure ça passe, et puis aussi éventuellement détecter s'il y a des trous dans les mailles de la raquette et voir qu'est-ce qui pourrait sortir comme préconisation pour la future programmation à voir en lien avec les régions, faire un petit bilan sur ces sujets-là. Donc, c'est dans les tuyaux. Merci beaucoup. Alors, nous avions prévu un petit point des réseaux ruraux régionaux. Est-ce qu'ils sont prêts à intervenir? Oui, on est prêt, Marc. Super. Écoutez, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors voilà, donc on a préparé effectivement notre intervention mardi après-midi avec quelques réseaux ruraux régionaux disponibles et on va le faire à plusieurs voix avec aussi ma collègue du réseau rural Grand Est et mon collègue de le réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on voulait faire un petit point, je mets en grand.
Donc oui, voilà. Donc, donc déjà, on voulait vous remercier de nous donner cette occasion de faire ce point d'étape. Nos actions ont pu continuer cette année, autant en présentiel qu'en distanciel tout au long de l'année 2020. Je pense qu'on a vraiment réussi à s'adapter. Donc, 4 axes développés pour présenter nos actions. L'organisation de journées d'échange et de mise en réseau, de valorisation des projets FEADER, notamment Leader, à travers des thématiques vraiment très variées comme la mobilité pour le réseau rural normand, les modalités de mise en œuvre d'un projet alimentaire territorial pour le réseau rural Martinique, ou encore la stratégie foncière au cœur des développements rural pour la région Pays de la Loire. Donc, et également des actions et des animations autour du programme Leader, avec un séminaire coopération organisé par le réseau rural Bretagne, ou également un séminaire d'évaluation du dispositif Leader pour le réseau rural Aquitaine. Donc, vous voyez, c'est vraiment très varié. On a également été présents lors de cette programmation et lors de cette année auprès des porteurs de projets MCDR, qui nous a vraiment permis d'accroître en fait ce déploiement des actions en région, mais également d'accroître la mise en réseau, comme on le disait tout à l'heure. Et on peut donner l'exemple aussi de la région du réseau rural Grand Est, avec une animation vraiment très présente autour du PUI, comme disait Pascal tout à l'heure. Clémentine, effectivement, si tu voudrais y revenir. Donc voilà, on voulait vraiment aussi vous nous donner la parole, vous dire que ce bilan démontre vraiment la volonté des réseaux ruraux de continuer à développer cette approche globale du développement rural. On a vraiment ce besoin de continuer cette connexion entre ces deux piliers, encore plus de rencontres entre les acteurs agricoles et le développement rural. Je pense que vraiment c'est une vraie valeur ajoutée qui a pu être démontrée ce matin dans nos échanges, et ce croisement des logiques est vraiment quelque chose qu'on a envie de défendre. Il nous semble qu'un réseau pluriacteur, c'est également un outil de cette interconnaissance qui est souhaité par beaucoup d'entre nous. Et je pense que vraiment dans ce monde qui est de plus en plus complexe, la coopération est vraiment la clé de la réussite de nos territoires ruraux. Enfin, je pourrais vous en parler avec passion parce que je me sens vraiment chanceuse en fait d'être animatrice du réseau rural Pays de la Loire. Et j'espère qu'on va pouvoir réussir à prendre en compte tous ces chemins parcourus dans cette prochain réseau PAC, si le nom est celui-là, comme évoqué M. Dimitrou, DG Agri, lors de leur dernière rencontre du 4 décembre dernier. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et je donne la parole à Clémentine du réseau rural Grand Est. Bonjour à tous, merci Marion. Oui, nous, donc Marion l'a dit, on est resté très actifs, on a fait beaucoup de choses et je crois que c'est assez apprécié par les acteurs. Et le réseau rural national nous aide là-dedans. Pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée puisque c'est un réseau qui réseaute. Donc, on a régulièrement des réunions entre nous, réseaux ruraux. On est aidé en termes d'outils puisqu'il y a l'outil Livy qui est mis en place et à disposition des réseaux ruraux régionaux. Le site internet, évidemment, où on peut publier nos actualités, nos agendas. Et quand certains réseaux ruraux n'ont pas d'autres réseaux sociaux, pour le coup, il suffit qu'on demande et c'est partagé sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc pour ça, d'ailleurs, on voulait remercier l'ASP d'être particulièrement réactive sur ce point-là. Voilà, donc le réseau rural national nous offre une grande visibilité dans les deux sens, puisque ça nous permet de voir ce qui se passe et d'être vu pour chacun d'entre nous. On apprécie aussi beaucoup la grande diversité de sujets qui sont traités. On en a parlé tout à l'heure, surtout au travers des webinaires, mais aussi au travers des événements. Et voilà, donc merci pour ça. Et aussi, les projets MCDR, on en a déjà parlé, mais c'est super pour nous parce que c'est sur différentes régions, donc c'est une grande diversité d'acteurs, mais aussi une grande diversité de géographie, on va dire, puisque c'est surtout toute la France. Donc, c'est super intéressant pour nous, c'est enrichissant pour chacun, je pense. Et aussi la cellule sur le PUI. Donc, on voulait aussi remercier Pascal. Donc, on l'a dit tout à l'heure, mais nous, en Grand Est, c'est vrai qu'on travaille beaucoup au réseau rural Grand Est et AG. On travaille énormément sur le PUI et Pascal est toujours là pour nous aider. Donc, c'est très apprécié. Merci beaucoup et je laisse la parole à Patrick. Oui, voilà, j'arrive. Rebonjour à toutes et à tous.
Donc, moi, j'ai juste peut-être un peu un rôle de questionneur là, pour la suite de nos échanges, en fait, dans cette Assemblée générale. Mais quand on est réseau rural régional, alors soit internalisé, soit externalisé, on s'interroge sur le futur réseau PAC avec plusieurs types de questions. La première, peut-être, c'est comment s'articulera le PSN et le futur réseau PAC dans les régions. Comment ça va s'articuler, tout ça, de manière générale, mais après de manière aussi plus précise et plus opérationnelle. Il y a la question aussi de la place des autorités de gestion dans la conduite du PSN. Bon, c'est vrai que Région de France est présent dans le pilotage, mais comment le travail va se poursuivre? Quels seront les systèmes de gouvernance, en fait? Bon, peut-être que tout n'est pas encore écrit, alors peut-être ce sont des questions trop précoces. Il y a une question autour des financements quand même. S'il y a un seul réseau, s'il y a un seul PSN et plus de PDR, comment les répartitions financières, budgétaires vont se faire entre le national et les régions? Comme on l'avait porté déjà l'an dernier à l'AG, c'est la dénomination réseau rural disparaîtra-t-elle au profit de réseau PAC? J'ai cru comprendre d'après David Lambe qu'il y avait une fenêtre. On avait déjà dit l'an dernier que ce n'était pas anodin pour la diversité des acteurs et la pluralité des acteurs dans les territoires ruraux, cette dénomination. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le réseau rural a pris, oui, c'est une marque, entre guillemets, qui commence à être bien dans les têtes. Voilà, et puis notre interrogation, c'est toujours un peu autour de comment les réseaux régionaux pourront-ils être encore caisse de résonance des besoins des territoires ruraux, de leurs acteurs. Et comme on le disait tout à l'heure, comment on va continuer à être des acteurs du décloisonnement qui est souhaité de tous. Voilà ce que je pouvais dire au nom des réseaux ruraux régionaux avec mes collègues. Merci beaucoup, Patrick Grimaud. Ça fait la liaison parfaite avec la suite de notre rencontre, hein, puisque on rentre maintenant dans la partie réseau PAC 23-27, en quelque sorte. Et là, pour le coup, je vais laisser peut-être Ivo Fret ou Maria Com présenter dans un premier temps qu'est-ce qu'on a prévu sur 2021-2022, un peu l'état des lieux de là où on en est d'un point de vue réglementaire, et puis après ouvrir évidemment le débat. Voilà, je vous cède la parole. Bien, je crois que je vais commencer sur cette séquence-là de notre Assemblée générale. Je ne sais pas si vous me voyez correctement. Bon, ok, ça va, très bien. En tout cas, vous m'entendez puisque vous me faites des signes, donc c'est bien aussi. Bon, non, notre Assemblée générale, c'est bien sûr l'occasion de parler du futur, de ce qui se passe dans un futur proche, on dira, c'est-à-dire les années qui nous séparent de la fin définitive, si je puis dire, de l'actuelle programmation de la PAC, donc les années 2021 et 2022, et puis du futur plus lointain, celui de la future politique agricole commune, qui s'étendra sur une période de temps plus limitée que prévu. Il s'agit de la période 2023-2027. Donc là, on l'a déjà dit pendant cette Assemblée générale, et peut-être même auparavant, plus tôt dans la matinée, la programmation que nous connaissons va connaître une période qu'on appelle transition entre deux programmations de la politique agricole commune et qui va durer 2 ans. C'est dû au temps qu'il a fallu pour, d'une part, s'accorder au plan européen sur un budget. Ça n'a pas été simple et l'accord n'est intervenu finalement que à l'été 2020, en juillet 2020. Et encore, vous avez assisté toutes et tous au dernier soubresaut de ces accords sur le budget et aussi sur le plan de relance européen, puisque hier seulement, nous avons eu le dénouement de ces discussions et nous pouvons maintenant entamer avec un peu plus de sérénité les 2 années qui nous séparent de la prochaine programmation, en tout cas pour ce qui concerne la PAC.
La deuxième raison de cette période de transition, ce sont des négociations longues et difficiles entre États membres avec la Commission européenne et le Parlement européen qui ont abouti finalement récemment à un compromis entre la Commission et le Conseil, mais aussi à un vote en plénière du Parlement européen sur la future PAC. Donc, tout ceci a pris du temps, beaucoup de temps, mais ça peut se comprendre parce que le projet de la future PAC est assez différent, en tout cas dans sa mise en œuvre, de ce que nous avons connu jusqu'à présent, puisque la principale innovation, et j'en parle à dessein parce que ça a des conséquences sur la suite, sur l'organisation même de nos travaux pour mettre en œuvre la PAC dans toutes ses dimensions, agricole et développement rural, eh bien, la principale innovation, c'est la mise en place de ce fameux plan stratégique national que chaque État membre doit présenter à la Commission européenne avant la fin de la période de transition. Alors, je vous expliquerai un peu comment ça se passe en France pour l'instant, en termes de calendrier, enfin en tout cas celui dans lequel nous voulons nous situer en concertation et collaboration très étroite avec les régions. Donc ça, c'est un premier élément de contexte qui explique les 2 années de transition. Il y a un deuxième élément de contexte qui est important à prendre en compte et qui va aussi avoir des conséquences sur la mise en œuvre de la future politique agricole commune. C'est à partir de 2023, une nouvelle répartition des compétences entre l'État et les régions pour ce qui concerne la gestion du FEADER. Il a été décidé à un comité État-région de novembre 2019, et puis ceci a été ensuite confirmé récemment au cours de l'année 2020. Il a été décidé que l'État redeviendrait autorité de gestion des mesures surfaciques du FEADER, tandis que les régions étaient confirmées comme autorité de gestion des mesures non surfaciques du FEADER. Ça, c'est important parce que la gouvernance que nous connaissons dans cette programmation va changer, et ceci a été décidé pour essayer d'éviter au maximum l'enchevêtrement des responsabilités et faciliter la mise en œuvre du FEADER pour des mesures qui sont bien identifiées et dont chacun sait qui est le responsable en termes de gestion. Donc, ceci a été le fruit de discussions disons, approfondies et longues avec les autorités de gestion régionales et qui ont impliqué vraiment tous les acteurs du FEADER, en tout cas qui ont la charge du pilotage, et nous en sommes arrivés là. Et puis le troisième élément de contexte que je veux vraiment citer, c'est aussi le fait que le FEADER, dans la prochaine programmation, n'est plus un fonds européen, n'est plus un FESI structurel, pardon, un fonds européen structurel et d'investissement, n'est plus un FESI. Il vit sa vie à l'écart du FEDER, du FSE, du FEAMP, et c'est un élément de contexte important aussi pour le FEADER et sa mise en œuvre dans les États membres. Alors, dans ce contexte triple, là, à la fois que je vous ai cité, hein, politique, mais aussi de gouvernance et aussi de mise en œuvre de gestion, les 3 copilotes du programme spécifique Réseau rural national partagent la même ambition. Je crois qu'on est d'accord là-dessus et on s'est récemment vu sur le sujet, mais on vous l'avait déjà dit l'an dernier, notre ambition commune, c'est celle du développement des territoires ruraux. Et je crois qu'on peut aujourd'hui confirmer devant vous notre engagement commun, mais je laisserai mes collègues, évidemment, Pascal et Patricia en parler après, notre engagement commun dans la recherche d'une organisation qui est celle qu'on vous avait présentée à très grands traits à l'Assemblée générale de l'année dernière. Depuis cette Assemblée générale, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Ce sont celles que je viens de vous présenter. Les trois enjeux qui structurent notre réflexion sur la suite, c'est bien sûr la recherche d'un équilibre intelligent entre les enjeux, je dirais, ruraux et les enjeux agricoles du futur réseau PAC. L'implication, bien sûr, du niveau régional dans la réalisation de tous ces objectifs. Évidemment, l'application du niveau régional, elle sera, je dirais, favorisée par la nouvelle répartition des compétences que je viens de vous décrire rapidement, puisque ce seront les régions qui seront évidemment
en charge de tout ce qui est non surfacique et notamment du développement rural, avec évidemment le suivi proche de l'État sur ces sujets. Mais je crois que dans la répartition des compétences du FEADER, c'est important de le signaler. Et puis, troisième enjeu, c'est le maintien d'un copilotage. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, puisque j'ai distingué entre futur proche et futur à plus long terme, c'est que pour ce qui concerne la période de transition, il y a une continuité, il y aura une continuité en 2021 et en 2022 du financement FEADER du réseau rural national. Donc, il est garanti, ce financement FEADER, pendant cette période de transition. De même, les participations nationales, celles que Marc vous a montrées tout à l'heure dans une diapositive, les participations de l'État, que ce soit du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais aussi du ministère de la Cohésion des Territoires, elles seront évidemment garanties et maintenues à hauteur du FEADER qui sera consacré pendant ces 2 années de transition, et selon la clé de répartition que vous connaissez. Voilà, ça c'est important de le dire quand même parce que ça structure nos travaux pendant les 2 années qui viennent et ce n'est pas neutre. Pour ce qui concerne l'avenir plus lointain, à partir de 2023, et le futur réseau PAC, je crois qu'il est bien entendu pour nous que sa construction, la définition de son périmètre, la définition de ses moyens, font partie intégrante d'une réflexion qui est en cours entre l'État et les régions, en consultation avec la Commission européenne, sur le futur plan stratégique national de la PAC. Le réseau PAC est vraiment partie intégrante de cette réflexion sur ce que sera le futur PSN, plan stratégique national pour la France. Et comme c'est le cas pour l'ensemble, je dirais, des partenaires de la PAC et des acteurs de la PAC, les membres du réseau rural national que vous êtes sont consultés. Aujourd'hui, c'est une occasion d'en parler au fond, et seront consultés encore. Ils s'exprimeront évidemment au cours de l'avancement des travaux. L'objectif qu'on poursuit de concert avec les régions, c'est de transmettre un plan stratégique national à la Commission européenne au mois de juin 2021. Donc, on se situe dans un calendrier resserré et c'est fait à dessein. Ce n'est pas pour se laisser moins de temps pour réfléchir, mais c'est pour que nous ayons la possibilité de présenter à la Commission un document qui soit aussi abouti que possible. Il ne sera pas parfait, mais tôt dans le calendrier d'examen, puisque vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais ça vous avait été dit, je crois, l'an dernier, la Commission a presque une année de réflexion sur les différentes propositions qui lui sont faites par les États membres pour se prononcer et approuver ou pas le plan stratégique qui lui est proposé par l'État membre. Donc nous, on se dit, et je pense qu'on a raison, connaissant le mode de fonctionnement de la Commission, et puis je crois qu'on a tout intérêt à le faire de façon dynamique, il est mieux de proposer un plan stratégique tôt dans la discussion, de façon à avoir un peu plus de temps pour discuter avec la Commission européenne et arriver à quelque chose qui soit consensuel entre l'État membre et la Commission aussitôt que possible, ce qui nous permettra d'entamer la nouvelle PAC dans de bonnes conditions et sans retard. On avait été quand même particulièrement échaudés par les retards de mise en œuvre de la PAC actuelle. Ça s'était traduit par des retards de paiement et par des retards également en termes d'instrumentation de la PAC, ce qui est tout à fait évidemment dommageable pour les bénéficiaires. Voilà, donc ça c'est le contexte dans lequel on se situe et dans lequel chacun a son rôle, et y compris les membres du réseau rural national, pour la construction de la future PAC, du plan stratégique national, et au sein de ce plan stratégique national du réseau PAC, qui figure, vous le savez, dans un article qui porte le numéro 113 du futur règlement plan stratégique, et qui donne maintenant de façon, je crois, assez consensuelle entre les 3 institutions. Il n'y aura pas beaucoup de débats sur le sujet, parce que ce n'est pas un sujet qui fait encore l'objet de grosses dissensions entre les 3 institutions.
donc qui vous donne une bonne image de ce que sera ce réseau, en tout cas dans les textes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je répondrai aux questions qui ont été posées ensuite, mais après, peut-être que Pascal et Patricia, ou Patricia et Pascal, je ne sais pas dans quel ordre, interviendront juste après moi. Ok, donc, je vais peut-être dans ce cas-là intervenir maintenant pour dire donc à l'ensemble des partenaires aujourd'hui présents. Donc moi, je souscris pleinement aux propos d'Yves Offray, hein, bien sûr. Hein, donc nous nous sommes concertés récemment, hein, donc ministère ANCT Région de France. Hein. Donc simplement, je vais pas revenir sur les propos de Yves. Hein. Ces propos ont été construits collectivement pour aujourd'hui. Hein. Vous dire simplement que bien évidemment la réflexion est engagée. C'est clair, la réflexion est engagée, mais c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de paramètres institutionnels ou autres qu'on n'avait pas jusqu'à récemment. Et donc, il a fallu d'abord avoir ces paramètres, les clarifier, hein, et puis voilà, ça devrait maintenant nous permettre d'avancer, notamment au cours du premier semestre 2021, comme Yves l'a dit. Voilà. Donc l'idée, hein, bien évidemment, c'est de réfléchir. Le moment venu, bien sûr, ça sera de vous concerter, de vous écouter, d'ores et déjà à partir d'aujourd'hui, hein, pour prendre en compte évidemment ce que vous pouvez nous dire collectivement sur l'avenir du réseau rural. Voilà, hein, mais sachez qu'en tout cas, côté région et donc région de France, nous sommes particulièrement mobilisés sur le sujet. Nous sommes particulièrement attentifs, hein, et je répète, le réseau rural, l'avenir du réseau rural, peu importe de sa dénomination, constitue une priorité politique pour les exécutifs régionaux actuels. Donc je répète, l'avenir du réseau rural, peu importe de sa dénomination, constitue pour les exécutifs régionaux actuels une priorité politique. Voilà. Donc ça, c'est très important de le dire, de le redire, hein, et que bien évidemment, maintenant, nous sommes dans une phase de réflexion, encore une fois, je me répète, de travail, hein, au regard d'un certain nombre de paramètres qu'on attendait, des paramètres politico-institutionnels qu'on attendait jusqu'à récemment, voilà, mais on va être en mesure d'avancer au cours du premier semestre, hein, comme Yves l'a dit, je dirais, de façon intelligente entre l'État et les régions, entre l'État dans ses deux composantes, notamment principales sur ce sujet, c'est-à-dire ministère de l'Agriculture et ANCT, et puis bien sûr, je dirais, les régions au travers de Régions de France. Voilà, donc j'en dis pas plus, en tout cas, je souscris pleinement aux propos de Yves sur le sujet. Voilà, maintenant, je crois que c'est à toi, Patricia. Ouais. Pour dire la même chose et souscrire aussi aux propos d'Yves et du ministère de l'Agriculture sur le sujet, on s'inscrit complètement dans ce qui a été dit et on a participé, on s'est concerté en amont et on trouve ça très important. Redire ce que je dis du côté de l'Agence nationale, pour nous, il y a un enjeu autour du réseau, fort de l'expérience acquise du copilotage des 5 années qui viennent d'écouler, qui pour nous relèvent d'un fonctionnement satisfaisant et ont contribué à décloisonner et à prendre en compte, à améliorer la prise en compte des territoires ruraux dans les politiques publiques. C'est un outil de dialogue et de décloisonnement qui a fait ses preuves, nous semble-t-il, et dont on estime qu'on a besoin, et c'est également une priorité, et ça a tout notre intérêt. C'est vrai que ça a été dit avant, mais les MCDR y ont particulièrement contribuer. Donc, j'en profite pour confirmer ce qu'a dit Yves également sur la période de transition et sur notre mobilisation financière sur cette période-là, dans les termes qui étaient ceux qu'il y avait jusqu'à présent. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais c'est pas tout à fait anodin. La nomination de Joël Giraud comme secrétaire d'État à la ruralité et la mise en place de l'agenda rural accroît l'enjeu, notre attention au sujet de la prise en compte du développement rural et de la mobilisation des fonds européens pour ça, et en particulier du FEADER. Donc, c'est des sujets sur lesquels il y a notre attention à l'agence, mais il y a aussi le regard attentif du ministère de la Cohésion des Territoires. Je crois que Joël Giraud est intervenu récemment
tant à l'Assemblée générale de Leader France que dans les propos introductifs des journées des territoires de l'ANPP la semaine dernière, où il a rappelé son attention aux questions européennes. Donc voilà, c'est un sujet d'enjeu et on va travailler ensemble pour voir quelle forme ça devra prendre et comment devra s'organiser le futur réseau. Nous, notre attention, c'est à ce que les acteurs du développement rural hors agri soient toujours pris en compte et puis que le dialogue, parce qu'on trouve que c'est fondamental vu les transitions en cours pour les territoires, que le dialogue entre les catégories et les types d'acteurs puissent se faire. Et on est convaincu que le réseau rural, quelle que soit sa future dénomination, y contribue. Donc, ça nous semble important de contribuer à son maintien. Merci Patricia. Je pense que maintenant le champ est libre pour vous, acteurs du réseau rural, si vous souhaitez intervenir. Juste peut-être, il y avait quelques questions déjà qui avaient été posées. Et donc, ce que je vous propose, c'est que s'il y en a d'autres, on puisse les prendre et puis commencer à répondre à une première série de questions. Et puis ensuite, on refera un tour de table si on n'a pas épuisé toutes les questions, ce qui semblera sans doute être le cas. Si vous en êtes d'accord, on fait comme ça. Donc, si les uns et les autres, vous voulez intervenir, là, je suis prêt à vous écouter et je note vos questions. Est-ce qu'on peut intervenir directement comme ça? Oui, je me permets d'intervenir. Merci beaucoup pour cette assemblée générale. Je viens juste d'intervenir. Moi, je suis nouveau dans ce réseau rural. Donc, moi, je viens juste d'être élu conseiller municipal avec les dernières élections, donc en Loir-et-Cher. Je m'appelle Quentin Le Gouy et je suis par ailleurs doctorant sur les questions des fonds européens leaders et les territoires ruraux. Donc, vous m'intéressez à deux titres en tant qu'élu local et intéressé et en charge de la coopération européenne, puisque j'ai lancé ma commission coopération européenne au sein de ma municipalité et au titre de jeune chercheur. Je voulais savoir s'il y avait des mises en réseau d'élus jeunes ou d'élus en charge des affaires européennes. Je sais que j'ai vu dans qu'il y a parmi nous certaines personnes qui sont en charge des fonds leaders. Je les salue. Et en tout cas, merci pour votre réunion. Je m'appuie pas mal de votre documentation et je me tiens à votre disposition si jamais vous avez des aides ou des idées. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va essayer de vous trouver les réponses. Oui, il existe Patricia, il existe un réseau des collectivités mobilisées sur les fonds européens. Peut-être Pascal peut m'aider, c'est l'AFCRE. Je vais rechercher sa dénomination exacte et je vais la mettre là dans le chat, les coordonnées. Mais il y a un réseau des élus et des collectivités qui il me semble qu'il y a Je peux me permettre de vous le dire puisque je suis membre du comité directeur de la FCCRE. Thibaut Guignard, président de Leader France. Excusez-moi, mais je fais cette assemblée générale depuis ma voiture, donc l'arrière-plan n'est pas très séduisant. Donc, vous dire effectivement qu'il y a un réseau des collectivités engagées dans les coopérations européennes qui s'appelle la FCCRE, l'Association française du Conseil des communes et des régions d'Europe, et que justement, en tant que maire d'une petite commune rurale et membre du comité directeur, je travaille aussi à ce que la FCCRE puisse s'adresser aux communes dites de petite taille et pas uniquement aux grandes villes et aux grandes métropoles qui ont l'habitude des coopérations européennes. Alors j'ai pris la parole un peu de façon sauvage parce que je n'ai pas toutes les possibilités qui me sont offertes sur le téléphone, mais je voudrais en profiter pour rebondir sur le sujet qui concerne le réseau PAC, pour dire que j'ai été rassuré par les propos d'Yves Fray, avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger pas plus tard qu'hier sur ce sujet. Néanmoins, sa conclusion était de dire voilà l'esprit du réseau, en tout cas dans les textes. Donc, je pense qu'il faut être particulièrement vigilant à ce que le nouveau réseau PAC garde une place importante pour le développement rural, que ce ne soit pas
uniquement un réseau agricole, mais je sais qu'on partage aussi cette attente avec Région de France, on en a parlé avec Pascal, d'avoir véritablement une place réservée pour le développement rural et que l'on puisse avoir une forme de gouvernance qui rappelle notre réseau rural national et que sur le développement rural, on maintienne aussi et des crédits et de l'ingénierie. Ça nous paraît particulièrement important à Leader France, puisque à cette occasion, je m'exprime en tant que président de la Fédération nationale des programmes Leader. Et nous sommes aussi également attachés à ce que ce réseau puisse avoir une déclinaison régionale, puisque dans les régions où il a été mis en œuvre avec volonté politique, eh bien, c'est un outil particulièrement intéressant. Donc, nous serons vigilants à Leader France et plus globalement au Parlement rural français, porté par l'Association nationale Nouvelle Ruralité, pour que le développement rural soit bien pris en compte dans le réseau PAC, pour qu'on garde ce travail en réseau qui, je crois, notamment sur cette période de programmation 2014-2020, a été particulièrement efficace et efficient. Et je voudrais en remercier les trois copilotes. Et à ce titre, Leader France, nous sommes totalement disposés à apporter une lecture territoriale, en plus de celle des autorités de gestion dans Région de France, pour la préparation du réseau. Donc n'hésitez pas à nous interpeller et à nous associer. Quand je dis nous, c'est tous les acteurs du réseau rural national, en amont dans cette réflexion, et pas uniquement lorsque le premier jet sera sorti, car on sait que lorsque les premières orientations sont écrites, après on ne peut uniquement que les amender à la marge. Donc, me nourrissant de l'expérience de la démarche leader, de la démarche ascendante, je pense qu'on peut dès à présent se mettre au travail pour co-construire ensemble ce futur réseau PAC et son volet développement rural. Merci. Merci à vous. Merci. Pardon. Merci. Je vais peut-être essayer de répondre. C'est Pascal qui veut parler. Je te laisse, Pascal. Parce que sinon, je me proposais de répondre à une partie des questions là, et les interventions parce qu'elles se recoupent entre la personne, pardon, monsieur, dont je n'ai pas retenu le nom juste avant que je prenne la parole tout à l'heure, qui concluait les présentations. Patrick Grimaud. Patrick, voilà, merci beaucoup, merci. Désolé, je n'avais pas retenu votre nom. Et également le propos de M. Pignard, et en effet, avec qui en effet, on a discuté hier, mais sur Leader, hein, plus principalement, mais on a aussi abordé ce sujet. C'est tout à fait exact. Alors, la place du réseau du développement rural. La place du développement rural, déjà, dans le FEADER de la prochaine programmation, il est pour la France plus important que ce que, évidemment, nous avions eu un peu peur au départ quand la Commission européenne a proposé son premier projet de budget. Vous vous souvenez qu'il y avait une baisse très importante pour le FEADER et donc évidemment pour les conséquences pour toutes les dimensions du FEADER et en particulier pour le développement rural. Bon, il y a eu un travail très important de négociation qui a été mené, pas seulement par la France, mais par beaucoup d'États membres pour que le FEADER soit nettement revalorisé dans le budget voté finalement. Et ce qui a été le cas, puisqu'on récupère 1,6 milliard de plus que prévu pour la prochaine programmation, ce qui est, et plus que maintenant, et ce qui est quand même une véritable avancée au bénéfice de toutes les composantes de ce fonds européen, et en particulier du développement rural. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut être rassuré. On peut être aussi rassuré par le fait que le plan de relance qui va se mettre en œuvre pour 2021 et 2022 prévoit presque 900 millions d'euros en termes de FEADER, hein, en plus pour la France, ce qui est assez considérable. Donc, il y a là aussi, je dirais, du point de vue Union européenne dans son ensemble, Commission et rôle de la France, un intérêt marqué et, je dirais, continu, avec des résultats qu'on peut chiffrer sur le FEADER et qu'on mettra à disposition du développement rural, tant pour la phase de transition que pour la prochaine phase. Donc ça, là, notre enjeu, c'est surtout de bien le consommer, maintenant qu'on a une belle enveloppe,
c'est surtout de bien la consommer de façon pertinente pour que les bénéficiaires, les acteurs de terrain, les porteurs de projets et aussi, bien sûr, les agriculteurs en profitent correctement. Donc ça, pas de doute sur l'importance pour le développement rural. Et évidemment, dans le futur réseau PAC, il y aura une composante développement rural. D'ailleurs, le réseau PAC, ce ne sera pas un réseau agricolo-agricole, ce sera un réseau qui sera beaucoup plus large, qui associera vraisemblablement tous les acteurs qui ont un intérêt à parler ou à connaître des questions agricoles. Je crois qu'il faut le voir comme ça, parce que le réseau PAC, sa mission essentielle, c'est de permettre la bonne mise en œuvre du plan stratégique national de la PAC dans les États membres. Et je crois que pour cela, il ne faut pas avoir une vision, je dirais, complètement corsetée de ce que pourraient être les participants de ce réseau. Et dans ce réseau, bien sûr, il y aura les participants aujourd'hui du réseau rural national. Ça me paraît compliqué de faire autrement quand même. En ce qui concerne l'articulation gouvernance État-région, le réseau PAC, c'est un réseau qui, comme je viens de vous le dire, permet la bonne mise en œuvre du plan stratégique national. Le plan stratégique national, c'est un plan qui fusionne les deux piliers de la PAC, les deux fonds, FEAGA et FEADER, au service d'objectifs stratégiques, ces objectifs stratégiques que l'État membre doit réussir, doit mettre en œuvre. Et donc, comme il fusionne les deux piliers, comme il fusionne les deux fonds, il aura une gouvernance, je dirais, copilotée par l'ensemble des acteurs publics, c'est-à-dire à la fois l'État et les autorités de gestion régionales. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut le dire dès aujourd'hui, ça ne fait pas de doute. Après, il est bien sûr beaucoup trop tôt, et vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, pour être précis encore dans la détermination vraiment fine du périmètre de chacun. Mais à grands traits, quand même, on peut le dire maintenant, ce sera un copilotage du réseau, certainement État-région. On ne voit pas comment on pourrait le faire autrement. Un réseau aussi large que possible en termes de participants, c'est ce à quoi on pense aujourd'hui, dans lequel les acteurs du réseau rural seront évidemment des acteurs comme les autres et tout à fait représentés, avec des financements qui sont maintenant assurés, importants et plus importants que ceux à quoi on pouvait s'attendre au départ de la négociation sur la future PAC. Et puis, vous avez parlé de la déclinaison régionale. Bon, là, c'est un sujet aussi. Il faudra voir comment les choses se passeront. Je me placerai sur ce sujet-là dans la référence de contexte que j'ai donnée tout à l'heure en ce qui concerne la répartition des compétences État-région dans la mise en œuvre du futur FEADER. Je crois que les régions ont un rôle majeur vraiment à jouer pour le réseau rural et elles auront leur mot à dire vraiment, on les attend d'ailleurs, hein, sur le fonctionnement de ce réseau au niveau régional. Voilà ce que je peux dire maintenant, mais de façon très, très large. Ah si, je voulais poser une question au monsieur du Loir-et-Cher, à l'élu du Loir-et-Cher qui nous a parlé. Moi, la seule question que j'avais à poser, c'était dans quelle commune êtes-vous élu? Ah oui, merci beaucoup. Je suis élu dans la commune nouvelle du Contron en Sologne, donc 7000 habitants à peu près. Voilà, donc c'est en Sologne viticole, Sologne blésoise. Voilà. Merci. Il y a d'autres questions? Bonjour, est-ce que je peux me permettre de prendre la parole? Laure Hubert-Odier, donc de l'UFISC, Union fédérale d'intervention des structures culturelles. On fait partie du coup on est bénéficiaire du coup de l'appel à projet MCDR puisqu'on est porteur de projet, donc d'un projet qui s'appelle Agiter sur favoriser en fait l'accueil des jeunes adultes et de leurs initiatives en territoires ruraux. Voilà, je voulais déjà vous remercier pour les informations que vous avez pu nous apporter. Vous avez aussi répondu déjà un petit peu juste avant en fait à cette question, mais c'est vrai que nous on voulait témoigner en tant que porteur de projet et puis structure donc plutôt hors agricole, donc du coup sur les questions plutôt
culturelle et puis au sein de notre collectif, donc plutôt avec des structures qui se revendiquent donc de l'éducation populaire, sur les questions aussi de l'économie sociale et solidaire. Et c'était justement de vraiment appuyer l'importance de la prise en compte donc de tous les acteurs dans la question du développement rural et de l'importance de ces projets MCDR, puisque on a pu développer sur un temps long, 3 ans, ce qui nous permet vraiment d'avancer sur ces questions et de la prise en compte aussi des structures telles que artistiques et culturelles, mais aussi, nous, on travaille plus spécifiquement la question des jeunes adultes. Voilà, mais de l'importance si c'était possible, de prendre en compte encore plus à travers ces nouveaux programmes et ces nouvelles orientations de financement, des possibilités également, mais vous l'avez un petit peu dit juste avant, mais voilà, c'était aussi pour aller dans ce sens-là et témoigner en tant que porteur de projet et, voilà, et de savoir aussi s'il y avait bien aussi de nouvelles possibilités d'appel à projet MCDR qui viendraient aussi émerger sur ces acteurs hors agricole. Merci beaucoup. Je pourrais intervenir, Marc? Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, oui. Oui, bonjour Gérard Peltre. Donc moi j'ai bien noté, donc on va bénéficier d'une enveloppe FEADER élargie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais j'ai aussi noté que le plan stratégique PAC pour la France sera élaboré rapidement pour donner plus de temps à la négociation donc, et être prêt plus rapidement d'ailleurs pour valoriser les aides possibles de la nouvelle programmation. Excellent. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'il est toujours intéressant, et ce n'est pas un reproche que je fais à la France, hein, toujours intéressant de vouloir augmenter les actions transversales, les partenariats entre les différents acteurs dans les territoires en commençant par construire un silo. C'est ce qu'on a fait avec la PAC. Moi, j'en comprends les enjeux, les challenges, puisque les nouveaux challenges qui s'imposent à l'agriculture dans un contexte régional, mondial et européen particulier, c'était important de pouvoir se reconcentrer, puisque c'est quand même le rôle de la PAC. Mais quand le FEADER sort du cadre stratégique commun, le signal qui est donné, c'est d'abord le signal du silo. Parce que maintenant, il va falloir reconstruire tous les chemins pour organiser des coopérations intelligentes. Donc, je sais qu'en France, on est hypersensible à ça et on en a souvent parlé, et que le futur réseau PAC va se préoccuper de ces questions-là. Mais la complexité est quand même assez intéressante. C'est usuel d'ailleurs, hein. On augmente la nécessité par la parole des transversalités et on l'enferme dans des mesures qui sont plus complexes. Et s'agissant du FEADER, je l'ai mis dans le chat, je ne vais pas m'étendre, plus d'enveloppes, quid des cofinancements européens dans ces enveloppes, quid de la place de leader et des autres mesures non agricoles dans le FEADER et comment les passerelles donc seront organisées avec les autres fonds. Je peux répondre rapidement. Alors, sur les cofinancements, ils évoluent, mais ça, c'est dans le texte. Je ne vais pas les citer de mémoire parce que je risquerais de me tromper. Il y a des cofinancements États membres nationaux et européens qui évoluent dans la prochaine PAC, pas au bénéfice des États membres. Hein. La part européenne du FEADER, en gros, pour parler de façon un peu rapide, diminue. Et l'effort demandé aux contreparties nationales augmente. Ça, c'est un peu la tendance générale. Ça, c'est un point. Il faut dire que ça fait plaisir en interministériel à la direction du budget. Ça, ce n'est pas le cas. Et dans nos discussions, d'ailleurs, on doit prendre en compte cet aspect des choses, parce que la PAC, ça n'est pas que le ministère de l'Agriculture. Bien sûr, c'est le ministère de l'Agriculture, mais elle est élaborée, les positions de la France sont élaborées dans le cadre de discussions avec d'autres ministères, ce qui est normal, et en particulier le ministère chargé de l'Environnement, mais aussi avec les ministères qui sont chargés des deniers publics. À chaque fois qu'il y a un projet,
il y a un financement européen, et de l'autre côté, il faut mettre de l'argent national. C'est du cofinancement, c'est le principe. Et voilà, la direction du budget, elle veille à ce que ça ne pèse pas trop quand même sur le budget de l'État. Bien, mais ça, c'est un autre débat. Après, vous avez parlé de leader. Alors, leader dans la prochaine PAC, la France, elle a toujours porté le fait qu'on restait avec ces 5% obligatoires de l'enveloppe leader dans la future PAC, et c'est le cas. Donc, il n'y a pas de souci particulier de ce plan-là, de ce point de vue-là. Je dirais que leader, dans la mesure où il s'agit d'une mesure complètement régionale aujourd'hui, et qui le restera d'ailleurs dans la prochaine mise en œuvre de la PAC, leader, c'est un sujet qui fera toujours l'objet de préoccupations, je dirais, au plan national, mais qui est complètement laissé, si vous voulez, à la discrétion des autorités de gestion régionales pour sa mise en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui est continu entre l'actuelle PAC et la prochaine PAC. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements pour ce qui concerne leader, tant en termes d'enveloppe minimale prévue sur l'enveloppe du FEADER, les 5% sont maintenus, que sur la gouvernance de leader dans la prochaine PAC. J'avais également une petite question, Marion Gaona, Réseau Rural Pays de la Loire, qui reprenait ce que Patrick Grimaud disait tout à l'heure. Est-ce que sur le nom, il y a une négociation possible? Comme disait David Lamb, il y a des territoires des États membres qui vont garder leur nom jusqu'au réseau rural. Est-ce que nous, en France, il y aura aussi cette possibilité d'avoir cette négociation possible? Merci. Alors, je ne sais pas. Monsieur Lamb parlait tout à l'heure à l'occasion du comité réseau rural. Oui, c'est ça, exactement. C'était à ce moment-là qu'il disait que des États membres gardaient le nom réseau rural, qu'il n'y avait pas d'obligation de garder le nom réseau PAC, et que c'était à chaque État membre de décider. Je vais vous dire, madame, en ce qui concerne le réseau rural, le réseau PAC en particulier, nous avons déjà discuté avec la Commission européenne sur le sujet. En fait, nous nous voyons régulièrement avec elle. Je parle de la Commission européenne, hein, pas de personnes qui parlent en son nom ou qui sont, comment dirais-je, chargées d'une mission pour le compte de la Direction générale de l'agriculture. Lorsque nous avons discuté avec la Commission européenne, on discute régulièrement sur la future PAC et sur le futur plan stratégique national, dans ce qu'on appelle des rencontres d'une plateforme que la Commission a appelée le GeoHub. Le hub, c'est parce qu'elle réunit en son sein des fonctionnaires de la Direction générale de l'agriculture qui connaissent bien la France et qui appartiennent à des structures et des unités de la Direction générale très différentes. Ils les mettent ensemble et comme ça, on a les réponses à toutes les questions plus facilement. Et Géo, parce que c'est l'État membre, alors là, c'est le GeoHub France et on se réunit assez régulièrement pour élaborer ensemble les différentes étapes du plan stratégique national en parallèle de la négociation qui, comme je vous le disais, a pris du temps. Alors, on parle de beaucoup de choses, mais le réseau PAC, ce n'est pas un sujet encore, comment dire, j'en ai parlé, mais ce n'est pas un sujet qui a été abordé au fond. On va en parler, ça c'est certain. D'ailleurs, on a posé la question plusieurs fois aux différents collègues de la DG Agri. On a eu une petite présentation il y a maintenant 1 an de ce que la DG Agri envisageait elle-même au plan européen pour ce réseau PAC avec différentes structures, différentes couches, je dirais, qui sont les missions du réseau PAC, qu'on peut lire dans l'article que je vous ai cité tout à l'heure. Mais on n'a pas encore poussé la réflexion complètement avec la Commission sur le sujet. Cela dit, on est toujours dans l'attente d'une réponse sur ce qu'elle souhaite finalement que les États membres fassent de ce réseau pour éviter qu'on parte dans des directions un peu alternatives sur lesquelles, lorsqu'elle sera amenée à travailler sur le projet de plan stratégique national, elle pourrait nous dire c'est pas ça que je voulais. Bon. Donc là, on aimerait bien avoir une réponse plutôt précise de la Commission et on ne l'a pas encore, même si, je vous le dis, ce point n'est pas encore un point qui a fait l'objet d'une réflexion approfondie. Ce sera quand ce sera le cas avec la Commission européenne qu'on s'interrogera peut-être sur un sujet qui s'appelle le nom de ce réseau. Pour l'instant, je m'en tiens à ce qui est écrit dans le texte. Dans le texte, l'article 113 dit que les États membres doivent mettre en place un réseau PAC. Donc voilà, moi j'en suis là. Je
pense qu'il faut peut-être prendre la mesure de la nouveauté que constitue ce réseau, qui est un réseau beaucoup plus large que le réseau rural aujourd'hui, puisqu'il prend en compte les deux piliers, comme je l'ai dit, et dont les missions sont beaucoup plus larges aussi que celles du réseau rural aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il ne les mettra pas en œuvre, ces missions, je dirais, du réseau rural. Maintenant, il est plus large, il a d'autres missions et il s'appelle, pour l'instant dans le texte européen, autrement. Patricia, Yves Pascal, bon, il y a eu une question de soulever sur la suite des MCDR. Je pense qu'à ce stade, il faut dire clairement que les travaux de modalité du futur réseau, parce qu'il est acté aujourd'hui, c'est le principe d'un futur réseau PAC, a priori, avec un vrai copilotage, une vraie place maintenue pour les acteurs du développement rural. Je trouve que c'est ce qu'on dit. Sur les modalités de mise en œuvre de ces différentes fonctions, je pense que c'est l'objet des discussions qui vont venir, qui pourront le déterminer et qu'on ne peut pas du coup préjuger de ce que deviendront les MCDR, même s'ils sont plébiscités, on a revu tout leur intérêt. Côté ANCT, on ressouligne leur intérêt. Je pense que la Commission européenne regarde aussi cet aspect avec une grande attention, parce que je crois que c'est ce qui a été remarqué sur le réseau rural national français par l'Europe et par d'autres États membres, mais on ne peut pas dire quelles en seront les modalités. Après, c'est un sujet d'intérêt sur lesquels, côté ANCT, nous, on sera attentifs à la poursuite de projets, mais peut-être pas forcément au niveau du réseau rural. Enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'intérêt, c'est que l'ensemble des politiques publiques nationales, régionales et la mobilisation des fonds européens fassent en sorte qu'au bout, il n'y ait pas de trou dans la raquette sur ce genre de programme dont on voit ce qu'ils apportent dans le dialogue et dans l'accompagnement des territoires pour s'adapter aux transitions en cours. Donc, de notre point de vue, l'intérêt, c'est que ce genre de choses qui existent et qui ont une valeur ajoutée puissent ne pas disparaître complètement. Mais on ne peut rien dire sur les modalités de la suite de ça. Ça reste à réfléchir. Et quand je dis les modalités, ce n'est pas seulement les modalités au sein du réseau rural, mais ça peut être au sein du réseau rural. Voilà, donc on n'est pas sans méconnaître le sujet. Mais je pense que c'est trop tôt pour s'avancer sur les modalités de la suite à ce plan-là. En tout cas, côté ANCT, c'est ce qu'on peut dire. Merci Patricia. Je crois que David Lambe souhaitait parler. Oui, c'est juste pour donner peut-être une réponse à… Oui, j'imagine que Yves Frey a beaucoup parlé avec la Commission et les GeoHub, mais ce que j'ai dit tout à l'heure sur la nomination des réseaux, ça ne vient pas de moi, de ma part, mais de discussions entre les réseaux ruraux nationaux. Parce que déjà en Irlande, en 2018, on a posé la question. Parce que c'est très concret dans les actes législatifs, l'article 113, qui devrait avoir un réseau PAC. Mais on a posé la question à 2 reprises maintenant, en Irlande et puis à Poitiers. Et oui, il doit avoir un réseau PAC, bien sûr, mais le nom n'est pas défini. Alors, niveau européen, ça va être un réseau PAC européen, ça c'est clair. Ça va remplacer le réseau actuel où je me situe. Mais je crois que c'est une discussion pour l'instant, parce qu'il n'y a personne qui n'a déjà dit, bon, on va être un réseau PAC, c'est le normatif qu'on va définir, ou on reste définitivement. Mais je crois que de quelque part, peut-être par exemple les Portugais, les Suédois, pour l'instant, ils n'ont pas l'idée de changer de nom, parce qu'il y a une identité rurale. Et là-dedans, déjà, ils font partie du traité de gestion, ces 2 réseaux. Alors, les acteurs agricoles sont déjà là, installés dans le réseau. Alors, je ne suis pas la porte-parole de la Commission, bien sûr, mais je répète juste la conversation et les articulations qu'on a, eux, de leur part. Mais bien sûr,
je les vois à chaque semaine. Notre réseau, les projets, c'est les plus gros projets de la Commission européenne de DG Agri. Alors, on a une bonne relation, mais pour cette partie, je sais que c'est pour certains, pour beaucoup, c'est important. Alors, à notre reprise, on va peut-être avoir la discussion de comment ça va continuer. Mais c'est avec plaisir que j'entends les voix d'Yves Offray de dire que la France sera prête à proposer les plans le mois de juin, parce que ce qui est très important pour nous, quand j'anime le réseau européen, c'est d'avoir des échanges, les idées, de partager, parce que les échanges entre pairs est une chose qui est très importante à niveau européen, même si c'est juste la question des nominatifs, même si c'est les actions, parce qu'on est mené par les réseaux qui ont des bonnes actions, qui souhaitent prendre le premier pas. Alors, oui, merci, avec plaisir pour tout ça. D'autres, je vois une demande, oui, allez-y. Oui, Clémentine Laurent pour le réseau rural Grand Est. Je voulais dire que nous, donc je dis nous parce qu'on est deux, hein, ne pensez pas que je suis bipolaire, on est rassurés que ça soit pas que le futur réseau PAC ne soit pas que agricole, puisqu'on a pu voir à quel point le monde agricole et le monde du rural se télescopent énormément, puisqu'on travaille, nous, Réseau Rural Grand Est, on travaille beaucoup avec les GoPUI. Alors, on l'a déjà effleuré à plusieurs reprises, mais bon, voilà, je peux l'expliquer maintenant. Ça peut étonner parce qu'apparemment, dans d'autres régions, les GoPUI sont vraiment plutôt... c'est plutôt la direction de l'agriculture de chaque région qui s'en occupe, et le réseau rural n'est pas forcément impliqué. Mais chez nous, ça a été fait, puisque le réseau rural a été impliqué déjà dans la sélection des GoPUI. Et ensuite, quand ma collègue et moi, on a pris le relais, c'est tout naturellement qu'on a continué. Et cette année, on a fait un gros travail avec nos 9 Go, on a fait des webinaires. Voilà. On essaie déjà de les mettre en réseau entre eux au niveau du Grand Est. Et puis l'année prochaine, ça sera peut-être, on espère, au niveau français, pourquoi pas européen. Mais voilà, on a pu voir à quel point il y a des échanges entre eux. On n'a vraiment pas cherché à cloisonner nos interlocuteurs GAL, nos interlocuteurs MCDR, GoPUI, puisqu'on a par exemple un de nos GoPUI qui travaille déjà avec le projet MCDR de Anne et Patrick sur l'Institut des territoires coopératifs. On a un autre Go qui cherchait à recruter des agriculteurs, et on a demandé à nos GAL qui travaillent, qui ont des agriculteurs comme contact, d'échanger avec eux. Et donc, voilà, c'est important que le futur réseau PAC ne soit pas que agricole, et en même temps, il ne faut pas avoir peur de rajouter ce pendant agricole à nos missions, parce que c'est des échanges, et c'est aussi une gratification pour chaque territoire. Merci beaucoup. D'autres interventions? Peut-être. Zano, délégué général de Nouvelle Oralité. Il a été évoqué tout à l'heure l'agenda rural. C'est un outil, forcément, pour une feuille de route à l'échelle de la France. Moi, je vois de l'autre côté une enveloppe soutenue qui a été fléchée sur le FEDER. Quels ponts vont être faits? Quel rôle peut jouer le réseau PAC pour essayer de créer une synergie entre cette feuille de route qui est l'agenda rural et les moyens qui vont être alloués? Peut-être dire un mot. C'est un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il y a déjà des ponts et qu'il y a déjà dans les faits une contribution d'un certain nombre de mesures, et je pense notamment à Leader et à la mesure 7, à des mesures de l'agenda rural. Il y a des fonds européens, très concrètement, il y a des fonds européens mis sur des maisons de santé, par exemple, de la mesure 7, ou sur des plateformes de mobilité, il y a du Leader, ou sur l'accroissement des projets alimentaires territoriaux, on se rapproche de l'agriculture. Et c'est bien mais on aimerait cerner mieux ça, et c'est ce que j'ai évoqué un petit peu dans les perspectives et la feuille de route 2021, où on va lancer un travail
avec l'Observatoire des territoires de la NCT, avec l'ODR de l'INRA, et puis d'autres, pour mieux cerner justement et préciser un peu, identifier la contribution du FEADER à la déclinaison de l'agenda rural. Ça, c'est pour avoir un bilan des mobilisations financières, mais des mesures concrètes que ça prend, et de bien qualifier, bon, on sait que c'est principalement leader, mais pas que, donc de bien caractériser aujourd'hui cette contribution-là, mais on aspire aussi à utiliser ça et à utiliser ce bilan pour plus rendre lisibles les ponts entre agenda rural et mobilisation du FEADER, et puis voir aussi les perspectives, c'est-à-dire éventuellement, sans être prescriptif du tout, parce que ce n'est pas le rôle de l'État, mais en tout cas donner les outils éventuels aux régions pour se dire, dans les futures programmations, il y a tel ou tel enjeu qui peut être mobilisé et contribuer au développement rural. Donc, il y a cette approche très concrète de comment les fonds européens contribuent à des mesures de l'agenda rural. Puis après, il y a au niveau de l'animation nationale du réseau rural, tout ce qui est mis en place pour organiser, ce qu'on a déjà dit, organiser le décloisonnement et faire que les acteurs se parlent. Ça, c'est un peu le quotidien et je trouve un grand apport des MCDR, mais je trouve que les webinaires, ils y contribuent aussi en faisant des webinaires thématiques qui ne soient pas juste sur un projet, mais ça permet, on prend un sujet, j'ai en tête ce qui avait été fait sur le Covid, la résilience des territoires ruraux dans le Covid, il y en a eu un hier sur Erasmus sur les questions de jeunesse. En prenant une thématique, on regarde un petit peu finalement quelles sont toutes les politiques publiques qui y contribuent et qui contribuent à prendre en compte la ruralité, dont le FEADER. Donc ça, c'est un enjeu aussi, et ça permet aussi de détecter et de voir s'il y a des acteurs qui pourraient se parler et qui ne se parlent pas, qui n'ont pas d'habitude de travailler en commun et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc c'est tout ça. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, Julien, mais en tout cas, c'est un sujet qu'on a bien en tête et qu'on se dit qu'il faut avoir à cœur de faire progresser. Si je puis me permettre, Monsieur Offred va nous quitter. Si vous avez une dernière question à lui poser. Écoutez, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, si vous avez des questions ou des suggestions ou des positions, nous sommes évidemment preneurs de tout ce qui pourra remonter des membres du réseau rural. Hein, ça permettra, je pense, d'alimenter tous les débats à venir. En tout cas, là, nous avons atteint l'horaire prévu. Sauf si vous avez nouvelles questions ou commentaires, je vous proposerai bien de conclure. Moi, je voulais juste vous dire au revoir, hein, parce que je vais être pris dans un autre tunnel de réunion à partir de 13h, là. D'abord, vous dire merci de vous être tous mobilisés et de rester mobilisés pour que notre réseau rural vive et que le programme spécifique réseau rural puisse faire correctement son travail, à la fois au plan national, au plan régional et dans le cadre du réseau européen des réseaux ruraux nationaux, qui fait un travail tout à fait remarquable, évidemment. Et que vous sachiez que pour les 2 ans qui viennent, les choses vont rester tout à fait sécurisées et qu'on est toujours là pour, avec mes camarades Patricia et Pascal, pour animer ce réseau rural et avec l'ASP que je veux resaluer ici. Donc, il n'y a pas de souci qu'on va mettre à profit les semaines qui viennent pour se reparler et pour voir ensemble comment les choses vont évoluer dans les nouveaux cadres réglementaires, mais aussi financiers de la prochaine programmation. Donc, vous trouverez toujours chez nous, là, au ministère de l'Agriculture, auprès des collègues que vous connaissez, et je pense à Marc, je pense à Maria, mais aussi à tous ceux qui ont parlé, Anan, Pascal, Christine, Régis et David, vous trouverez toujours des interlocuteurs à votre écoute, vous le savez très bien. Et moi-même, je suis à votre disposition, bien sûr, pour reparler de tout cela de façon bilatérale, comme Marc vous l'a proposé, pour qu'on puisse répondre à toutes les questions si certaines n'avaient pas pu être posées. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée et je vous dis à très, très bientôt. Merci. Au revoir. Écoutez, je vous propose de conclure cette réunion sur cette base-là.
en vous remerciant pour votre participation, en espérant que la connexion a été bonne de tous les points de vue, hein, c'est-à-dire à la fois technique et humaine, en dépit de la distance. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et votre présence. Et je vous dis à bientôt, sans doute, puisque nous aurons l'occasion de repartir sur de nouvelles discussions. Merci à l'équipe du réseau et à l'ASP pour les conditions d'organisation et le travail réalisé sur cet AG. Merci. Voilà. Pareil, moi aussi, je m'associe aux remerciements au ministère et puis à l'ANCT, et remerciements à l'ensemble de tous les participants, en rappelant donc que bien évidemment, nous avançons, hein, nous allons avancer dans les semaines qui viennent, comme Yves vient de le redire, sur un certain nombre de réflexions, hein, bien évidemment collectives, hein, et puis on reviendra vers vous prochainement, donc dès qu'on y verra un petit peu plus clair. Et dans tous les cas, d'ici là, on reste à votre disposition pour tout contact, hein, je dirais par mail ou par téléphone, hein, donc on est tous à des degrés divers à votre disposition pour tout échange dans les semaines qui viennent. Voilà, bon courage à tous en tout cas. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.